Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce dernier Meet and Share concept de l'été, où on est ravis d'accueillir Sylvia Rossi et Marie Hermand. Et on va pouvoir parler de recherche participative. Merci d'avoir émis de nombreux retours positifs par rapport à ce webinaire concept. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte et puis on va commencer. D'accord, donc je vais peut-être partager mon écran. Je partage juste mon écran, Marie, Ok. pour présenter concept et après, ça sera tout bon pour toi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Parfait. Donc, rebonjour à tous. Merci vraiment beaucoup d'être là pour ce Meet and Share concept. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter très rapidement pour ceux qui n'ont pas encore connu Concept ce qu'est ce réseau. Donc, c'est un réseau national de recherche pluridisciplinaire en prévention primaire des cancers, en nutrition et en environnement. Donc, son objectif, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut comprendre et agir les déterminants modifiables des cancers dans le but vraiment de co-construire avec tous les intervenants de santé de la prévention efficace et durable. On a trois grandes thématiques structurantes. La recherche participative, qui est un des thèmes majeurs de nos webinaires et le thème d'aujourd'hui. Les synergies entre les composantes de la prévention pour combler les fossés entre prévention primaire, secondaire, tertiaire, mais aussi entre les différents acteurs. Et le transfert de connaissances. Et vous voyez, c'est un réseau qui est national, avec des équipes de Rennes comme le HESP, le CERPOP de Toulouse, le CRES, Gustave Roussy, les HCL, le Centre Léon Bérard. Et ces Meet and Share sont des rendez-vous qui sont mensuels. C'est tous les troisièmes jeudis du mois, de midi à 13h. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à partager. Et tous ces Meet and Share sont en replay sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez les revoir ou voir d'autres présentations sur ces différents sujets, ils sont toujours sur des sujets liés à la prévention. Et vraiment, le but, c'est de transférer les connaissances pour améliorer voilà, la compréhension et les actions sur la prévention, notamment prévention des cancers, avec toutes ces thématiques. Et maintenant, sans plus tarder, je vais arrêter mon partage pour te laisser partager, Marie. Tu arrives à partager ton écran. Et pendant ce temps, je vais vous présenter. Donc, Sylvia et Marie, vous êtes toutes les deux de l'Université de Lorraine. Donc, Sylvia, tu es maîtresse de conférences en sciences de la formation à l'École Santé publique. Tu as réalisé ta thèse en littérature italienne sur l'écriture autobiographique du cancer et travaillé pour l'association Cancer Contribution. Et aujourd'hui, tu mènes des recherches sur la recherche participative pour améliorer la prise en soin des personnes atteintes par le cancer. Et Marie, tu es ingénieure d'études en sociologie et en santé publique. Tu fais des projets de recherche qui portent sur la recherche participative en oncologie et en épistémologie des recherches participatives et sur la prise en charge des transitions médicales de genre. Et on est ravis de vous avoir aujourd'hui pour présenter sur votre travail du groupe des 13, que beaucoup d'entre nous connaissent, participent et suivent maintenant depuis plusieurs années. Et vous allez du coup pouvoir nous expliquer voilà, les résultats de ce groupe. Je vais peut-être te laisser présenter l'autre écran parce que là on est en présentation présentateur. Donc il faut que tu switches d'écran si tu peux, Marie. Euh, Parce que là du coup on voit ton écran. Je pense que tu présentes peut-être pas le bon écran. Ou tu masques le présentateur et tu mets en, ouais, voilà, mets en plein écran et on va le voir. Euh, Enfin, si tu fais diaporama, je pense que ça devrait être bon. C'est parfait, je pense. On va... Ah, ça a disparu. Et on t'entend pas encore, Marie. alors excusez-moi pour le problème technique. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Je pense, Marie, qu'il faut que tu C'est bon? ouvres. Parfait, Voilà, là c'est bon. c'est parfait. Ok, nickel. Super. C'est parfait. Eh ben, merci, merci Pauline pour la présentation et merci Marie. Je vais prendre rapidement la parole au début de cette intervention pour donner quelques éléments de contexte, même si Pauline, comme tu le disais, le groupe de CRES, vous êtes plusieurs à le connaître. Prochaine diapo.
L'objectif de cette présentation est effectivement de réfléchir avec vous et de partager quelques réflexions qu'on est en train de mener au cours de la recherche participative, collaborative au sein du groupe d'ICRES. On avait choisi de l'appeler la recherche FEC avec. Et le point de vue qu'on va prendre dans cette présentation, qui nous est apporté par Marie tout particulièrement, est celui des trajectoires d'engagement et de reconfiguration identitaire des patients et des chercheurs qui font partie du groupe d'ICRES. Prochaine diapo. Le groupe d'ICRES a été créé en 2019 et a eu des moments forts, des moments où il a été un peu moins actif, mais il reste un lieu qu'on a souhaité créer avec deux autres sociologues, Béatrice Jacques et Joël Kivitz, qui sont à Bordeaux et à Paris, pour réfléchir ensemble à comment faire de la recherche participative. Alors, pour tout vous dire, la question était qu'on souhaitait surtout échanger au cours de nos problèmes communs. On s'est aperçu que les difficultés qu'on avait étaient toujours les mêmes. Et on s'est dit, si on essaie d'y réfléchir ensemble, et peut-être pas qu'un chercheur en sciences humaines et sociales, mais avec des collègues en santé, avec des cliniciens, avec des patients, des associations, des acteurs institutionnels, on va peut-être avancer un peu plus vite et de manière un peu plus pertinente. Et c'est effectivement dans cet esprit qu'on a pendant plusieurs années animé des webinaires et des séminaires, donc avec un format mixte, virtuel, présentiel, au cours d'un cas de questionnement que je suis sûre sont aussi les vôtres, puisqu'il a été question de s'interroger sur qui sont les patients qu'on implique dans cette recherche. Est-ce qu'il faut les former? Est-ce qu'il faut les rémunérer? Mais aussi, quelles sont les phases de la recherche pertinentes pour travailler ensemble avec des patients? Est-ce qu'il y a des moments où quelqu'un peut être plus impliqué? Est-ce qu'il faut le former pour qu'il soit en mesure de participer à plusieurs phases? Ou est-ce qu'il est plus pertinent que les patients soient déjà formés? Comment éviter d'avoir toujours les mêmes profils, à savoir des femmes Bac plus 5? Comment avoir donc un peu une démixité sociale aussi? Donc, ce groupe, pour des raisons qui sont propres aux intérêts spécifiques de trois fondatrices, s'intéresse surtout au cancer et aussi, il faut dire qu'il a joui du support de plusieurs cancéropoles, en particulier le cancéropole ESCA pendant plusieurs années, qui est aussi l'entité qui nous permet aujourd'hui d'aller un peu plus loin avec cette recherche, puisque au-delà de ces moments de co-formation et de partage d'expériences, il y a à peu près 2 ans, on s'est dit qu'il aurait été intéressant de regarder, nous observer un peu nous-mêmes et voir concrètement quelles sont les bonnes pratiques de la recherche faite avec, et de faire une recherche sur nous-mêmes pour mutualiser les bonnes pratiques, mais aussi pour voir si et où il y a des améliorations possibles. Et c'est comme ça qu'on a commencé le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, et que c'est Marie tout particulièrement qui va vous présenter. Donc, je lui laisse la parole. Alors, je vais reprendre en vous présentant la méthodologie de notre étude. Donc, cette étude, comme l'a rappelé Sylvia, elle est issue en fait d'une commande du groupe du 13 et cofinancée par le Cancéropole Est. Et le but était donc de recueillir la diversité des pratiques des membres du groupe du 13, donc à partir de leurs projets de recherche en cours ou dernièrement terminés. Donc, notre population d'enquête, elle repose principalement sur les personnes inscrites sur la liste de diffusion du groupe du 13. Donc, initialement, 25 personnes, dont des professionnels de santé, des patients partenaires et des chercheurs qui ont donc été démarchés, et seulement 14 personnes, après relance, ont accepté d'être participants. Donc, dans le but de séparer le terrain et dans une logique de triangulation des données, un questionnaire auto-administré a été établi et visait à recueillir les données sociodémographiques et techniques sur les projets participatifs. Alors, 14 entretiens semi-directifs ont été réalisés, donc auprès de ces mêmes participants, soit 7 patients partenaires et 7 chercheurs, chercheuses, dont 2 étaient également patients partenaires.
Donc, ces chercheurs sont issus de sciences de la santé ainsi que de sciences humaines et sociales, majoritairement impliqués dans des projets en cancérologie, allant d'un niveau d'implication, de consultation à la co-construction. Voilà, donc ces 5 projets de recherche ont été décrits et illustraient donc les différents niveaux d'engagement des patients partenaires et les diverses stratégies de dialogue entre les acteurs. Donc le but était de recueillir les motivations d'engagement personnel, les difficultés ressenties, les bénéfices retirés et donc à terme les pratiques inspirantes issues de ces participations, ainsi que les transformations donc tant sur les pratiques professionnelles des chercheurs que sur les transformations plus identitaires de l'expérience de la maladie pour les patients partenaires qui ont été opérées durant ce processus participatif. Je reviens aux données sociodémographiques des patients partenaires. Donc, fait qui n'est pas très étonnant, l'intégralité sont des femmes, avec un niveau de diplôme relativement élevé, avec une quasi-exclusivité de bac+5 et d'appartenance à des catégories socio-professionnelles moyennes à supérieures. Les chercheurs ont en moyenne 41 ans, les patients partenaires 53 ans, et, et voilà. Donc, le résultat de cette étude, elle se décline en 2 volets. Donc, un premier volet opérationnel, avec le recueil des pratiques inspirantes des chercheurs du G13 en recherche participative, via la production d'un livre blanc, dont vous trouvez le QR code juste ici, si vous voulez vous en informer. Et le deuxième volet, il est plus trait à la valorisation scientifique, avec une analyse des trajectoires d'engagement des patients partenaires et des chercheuses du groupe du 13, ce qui nous mène donc à cette présentation de ces perspectives analytiques. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur les patients partenaires en traitant de leur entrée dans la recherche participative, du travail de biographisation effectué au cours de cette entrée dans la recherche en terminant par s'interroger sur la professionnalisation du partenariat en santé et les tensions que cela implique. Donc, au sein des trajectoires des patients partenaires dans la recherche participative, l'entrée, elle est rarement linéaire. Tout d'abord, elle prend souvent essor lorsque les patientes se retrouvent face à des situations qui font rupture avec le quotidien et se voulant comme une conséquence fréquente de la maladie, donc la perte d'emploi ou bien l'incapacité à exercer celui-ci à temps plein. La plupart des patients partenaires rencontrés n'ont pas directement rencontré la recherche participative lors de leur formation, puisque le contenu porte davantage sur la mise en pratique de l'éducation thérapeutique des patients et du travail du concept du savoir expérientiel. Donc, la rencontre avec la recherche participative, elle est permise surtout dans le cadre ou à la suite de diplômes universitaires, soit dans la formation même, qui fait intervenir une pluralité d'acteurs de soins, dont des patients partenaires déjà expérimentés ou au sein d'associations de patients, également de stages pratiques d'ETP où il y a des ressources virtuelles, je pense à Sentinelle par exemple, qui promeut la mise en lien entre chercheurs et patients. Donc la formation, elle constitue vraiment au préalable une acculturation à la mise en œuvre d'un discours prêt à la collectivisation de l'expérience, in fine à sa sémantisation. Donc cette compétence, elle est mise au service des institutions de recherche qui identifient ces espaces de formation comme viviers de recrutement. Par exemple, 3 enquêtés ont été démarchés par des acteurs affiliés au Cancéropôle pour participer à des réflexions sur la participation des patients en recherche, ce qui témoigne donc de la manière dont les espaces de formation sont identifiés et mobilisés par les institutions de recherche comme lieu de recrutement. Par ailleurs, avant de rencontrer concrètement la recherche participative, 6 enquêtés sur 7 ont réalisé de l'éducation thérapeutique. Voilà, cette expérience, elle est vraiment vécue comme une activité faisant sens
par la mise en commun du savoir expérientiel et de son utilité perçue comme d'utilité publique, mais aussi comme potentiellement une stagnation de leur identité. En faisant du savoir expérientiel une ressource strictement cantonnée au monde des patients, donc via le TP, cela peut parfois enfermer les individus dans une identité de malade dont ils cherchent, ou il ou elle cherche précisément à se défaire. Euh, Comme peut traduire le verbatim que vous pouvez voir sur la diapositive. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons passer au travail de biographisation. Donc, de nombreux auteurs comme Strauss ou Corbin, dont les travaux portent sur la maladie chronique, montrent que la maladie enjoint les personnes atteintes à effectuer un ensemble de travaux. Donc ici, la notion de travail biographique, elle est entendue comme un processus dynamique de réorganisation de l'identité, des relations sociales, donc à partir de l'expérience de la maladie. Vous pouvez voir ci-dessous donc des verbatims qui illustrent cette représentation et cette identité que les patients mettent en avant en tant que malades, enfin mettent en avant. Dénonce plutôt en tant que malade. Donc voilà, être malade du cancer, ça constitue une rupture biographique, donc un événement qui fait rupture avec le quotidien et qui remet en question donc, le cours biographique et les statuts et les rôles sociaux. Donc l'entrée dans la formation, elle est majoritairement conditionnée par des événements faisant rupture avec la vie sociale, comme la perte totale ou partielle d'un emploi. Et c'est donc au sein de cet espace de vulnérabilité et d'entreprise de redéfinition de soi que s'ouvre la possibilité de s'engager dans la recherche participative. Donc devenir patient partenaire, ça peut être désigné comme un processus amorçant ou bien continuant un travail biographique avec un premier engagement au sein de ces espaces, donc permettant de transformer le savoir expérientiel en ressources légitimes au sein du champ médical et académique. Donc, plus encore, ce travail de sémantisation de l'expérience, elle peut aussi devenir une tactique afin de valoriser une identité qui est disqualifiée au sein de l'espace social. Donc, ce qui est en jeu ici est fondamental, c'est que l'expérience de la maladie n'est plus subie, mais devient une ressource identifiée par les institutions et revendiquée par les patients comme une compétence socialement reconnue et contributive. Alors, nous allons passer pardon, excusez-moi, donc je n'avais pas fini cette petite partie. Donc voilà, je continue sur cette histoire de relégitimation dans l'espace social. Donc, qu'il s'agisse des savoirs expérientiels ou de la connaissance approfondie du système de soins, les patients partenaires, ils peuvent avoir recours donc également à des stratégies d'accumulation de formations diplômantes, telles que des DU. Par exemple, l'obtention d'un diplôme ne produit pas seulement des compétences mobilisables, mais également un certain capital, à une certaine plus-value qui agit comme gage de légitimité. Euh, donc parmi notre panel de patients partenaires, 6 possèdent un diplôme ou un diplôme universitaire ou un minima, un certificat d'éducation thérapeutique. Pour cette troisième partie, nous allons parler donc de ces enjeux de professionnalisation qu'implique le partenariat en santé. Donc, lorsque l'expérience de la maladie est trop éloignée, les patients peuvent se heurter souvent à un sentiment d'illégitimité et considérer que leur savoir expérientiel est plutôt dénaturalisé. Mais ce maintien dans la recherche il répond quand même à des logiques de profil plus aguerris, avec un maintien donc de cette plus-value qui permet en fait de rester légitimé dans l'espace social. Voilà, et qui, donc pour ces patients avec des profils plus aguerris qui, malgré leur
expérience éloignée de la maladie peuvent être engagés dans des projets participatifs avec un statut de co-chercheur ou co-chercheuse, par exemple. Donc, investir ces espaces de recherche peut également être un moyen de reconversion professionnelle. Par exemple, une patiente dont le verbatim est présenté sur le diaporama est devenue prestataire régulière au sein de son association. Une autre patiente détient dorénavant un CDD à mi-temps dans une clinique spécialisée en oncologie en sa qualité de patient experte. Les autres membres de notre panel sont, quant à eux, régulièrement affiliés à des projets de recherche participative, à des comités scientifiques et ont des activités annexes en intervenant au sein de formations médicales ou en faisant partie de comités de relecture de recommandations de santé publique ou bien en co-animant donc auprès de chercheurs des séminaires lors de congrès voilà, ne sont pas non nécessairement des activités rémunératrices et suffisantes pour en vivre, mais qui maintient un statut d'activité et de reconnaissance. Donc, sur cette question de rémunération, il convient que voilà, cette participation n'est pas nécessairement rémunératrice lorsque cette modalité est possible. Et c'est le cas en fait chez les patientes qui sont en situation d'invalidité de catégorie 2, donc qui pourraient être rémunérées, mais qui par ce statut, en fait, ne peuvent être rémunérées au risque de perdre cette aide. Donc voilà, ces patientes, elles soulignent vraiment cette impensée en fait de la part des chercheurs dans l'organisation des projets participatifs. Il y a donc des tensions considérables qui se jouent dans le processus d'institutionnalisation de la recherche participative. Les politiques de santé comme les politiques universitaires, elles valorisent rhétoriquement la participation citoyenne et plus spécifiquement ici la participation des patients qui peuvent aussi être une condition préalable au sein d'appels à projets. Mais elles peinent toutefois à assurer la rétribution matérielle, une rétribution matérielle et équitable. Donc ici, chaque patient partenaire du corpus est de classe moyenne à supérieure, mais souligne quand même ce cercle potentiel de la précarité en désignant un prix très élevé des formations ou des problèmes de rémunération comme mentionné juste avant, ou encore la possibilité d'une perte monétaire si aucun frais, donc ici majoritairement de déplacement, ne peut être indemnisé. Donc ce fait, il appuie le problème d'homogénéité des profils des patients partenaires, donc, qui peuvent finalement se permettre et avoir les moyens en fait matériels et organisationnels de faire de la recherche participative. Donc, bien que la plupart de ces formations au partenariat en santé, elles amènent un espace de réflexion sur l'identité de malade via la notion de savoir expérientiel, il s'agit davantage de savoir mettre en pratique ces savoirs expérientiels au profit d'institutions de soins ou universitaires. Voilà. Donc pour autant, plusieurs enquêtées du corpus, elles font état quand même d'une critique forte des institutions médicales et aussi académiques de la recherche participative qui, par contre, malheureusement, tend à écarter des discours plutôt à portée militante. Donc, vous pouvez voir un verbatim ci-dessous d'une patiente partenaire qui souligne bien cette question politique avec un discours critique assez clair. Donc, finalement, la sémantisation des savoirs expérientiels, elle constitue un levier de reconfiguration identitaire pour les patients partenaires et peut se conjuguer donc à une analyse critique du monde institutionnel, de la recherche et de la santé. Donc, cette critique
cette démonstration, cette rhétorique critique, elle peut se déployer en deux strates. Donc une première qui se construit lors de la disqualification sociale due à la maladie, et donc face aux difficultés rencontrées lors du parcours de soins. Donc on peut penser au paternalisme médical, à des mauvaises expériences de prise en charge, à la perte de l'emploi, à un sentiment d'inutilité. Donc voilà, ce qui induit donc une première pensée critique et réflexive sur l'institution médicale. Et une deuxième strate s'établit via l'entrée dans le monde de la recherche. Donc, où les patients partenaires découvrent les logiques de pouvoir, les asymétries entre chercheurs et patients, la difficulté de dialogue, la rémunération empêchée malgré l'importance donnée selon certains chercheurs, et puis les contingences en termes de temps et d'organisation. Ils découvrent aussi potentiellement, lors de premiers projets de recherche participative, l'expérience possible de patients alibis. Donc soit être sur des recherches participatives sans participer réellement, mais plus pour répondre à des lignes rédigées par les chercheurs dans les appels à projets. Donc voilà, si cet engagement dans la recherche participative, il reconfigure profondément l'identité des patients partenaires, il n'est pas sans effet sur les chercheurs et les chercheuses elles-mêmes. Donc nous allons voir à présent comment cet engagement bouscule les pratiques professionnelles et les représentations qu'ont les chercheurs de leur profession. Donc pour cela, nous allons voir les diverses formes d'entrée dans la recherche participative pour ces chercheurs et les mouvements, donc un mouvement double de résistance et de transformation de savoir-être et savoir-faire au sein de la recherche. Donc, l'un des principaux résultats de cette étude, elle concerne le manque de formation des chercheurs à la recherche participative, qui donne également à voir diverses formes d'entrée dans cette recherche participative. Donc concrètement, sur les 7 chercheurs interrogés, seuls 3 ont bénéficié d'une formation à la recherche participative. Parmi eux, donc 3 profils ont été formés au Canada. Et ces 3 chercheurs soulignent donc un élément commun, c'est au sein donc du cursus universitaire puis professionnel, donc au sein de chaires académiques et d'institutions de santé canadiennes, qu'ils découvrent le partenariat en santé. Donc ce point, il est intéressant dans la mesure où la recherche participative, là-bas, il est plus ancienne, donc davantage institutionnalisée et intégrée aux pratiques de recherche, contrairement à la France. Donc cette expérience, elle explique d'ailleurs pourquoi ces profils sont aujourd'hui reconnus comme des spécialistes de cette démarche dans le contexte français. Une autre chercheuse a suivi l'une des seules formations qui existent sur le territoire français, donc une formation courte proposée par le Cancéropôle Auvergne-Rhône-Alpes, qui réunissait donc simultanément des chercheurs et des patients partenaires. Donc cette formation, elle est venue compléter une sensibilisation déjà amorcée grâce à son directeur de thèse ou à d'autres échanges avec des chercheurs investis dans ce champ. Donc pour les 4 autres chercheurs de notre corpus n'ayant pas reçu de formation, la socialisation à la recherche participative, elle s'est faite surtout de manière informelle. Donc certains l'ont découverte que récemment au fil de leur projet de recherche et d'autres ont été exposés à des pratiques proches lors de post-doctorats réalisés dans des pays anglophones, par exemple. Plusieurs aussi évoluent également dans des laboratoires de recherche qui tendent aujourd'hui à développer des chaires ou des équipes spécialisées dans la recherche participative, ce qui favorise donc progressivement leur acculturation à cette approche, comme en témoigne le verbatim présent sur le diaporama. Donc en somme, on constate que les chercheurs sont contraints à se former avant tout donc par l'expérience, par les réseaux professionnels et par leur environnement de recherche, plutôt que par des formations structurées. Donc cette situation n'est pas sans conséquence. Les chercheurs développent donc des compétences souvent partielles, construites au fil des expériences, sans toujours disposer d'un enjeu clair
et des méthodologies, du travail relationnel donc propre à la recherche participative. Enfin, pour terminer cette petite partie, le constat est largement confirmé par la littérature internationale. La pluralité des savoirs constitue donc une richesse, pardon, pour la recherche, mais cela soulève également des défis importants sur le plan organisationnel, épistémologique ou encore personnel. Personnel, oui, voilà. Et donc nous allons passer, à cette dernière partie, donc très plutôt, un mélange entre, résistance, et transformation, que peuvent rencontrer, les chercheurs, au sein de leur pratique, dans la recherche participative. Donc les pratiques professionnelles, des chercheurs sont ancrées dans ce qu'on nomme ici un habitus scientifico-universitaire de la recherche dite traditionnelle. Heu et d'une recherche donc ascendante, dominante de la figure, du chercheur, qui peut compliquer la mise en place des recherches participatives, ainsi que l'horizontalisation du partage des tâches décisionnaires considérées comme purement scientifiques. Donc ici, quand on parle d'habitus, on fait référence à une notion, sociologique, qui désigne un ensemble de dispositions, durables acquises par la socialisation et qui orientent les façons de percevoir, de penser et d'agir. Donc, dans ce cadre-là, on peut penser à une manière particulière de raisonner avec, la recherche scientifique, de démontrer, de faire de la recherche, des normes et des présentations de soi via donc, par exemple, des principes de neutralité ou encore de distance, critique. Mmh. Cette vision, surplombante du chercheur, donc telle que témoignent, hein, les verbatims, ci-dessous, hein, d'une chercheuse en économie de la santé et d'une chercheuse en sociologie. Cette vision surplombante du chercheur, elle fait face, pardon, aux patients, peut engendrer des disparités en termes de vision du partage des tâches au sein de la recherche participative, tandis que la littérature scientifique sur les recherches participatives, donc aussi, diversifiée, soit-elle, fait état, d'un partage des tâches pouvant aller jusqu'à un niveau d'implication de coproduction et de codécision où les patients sont, participants. Les patients partenaires sont impliqués dans la collecte des données, dans l'analyse, comme, en témoigne le modèle de, Montréal et d'autres projets au sein de ce corpus. Et c'est précisément à ce moment-là, que les chercheurs peuvent se heurter à des difficultés. Par exemple, 3 de nos, chercheurs enquêtés relatent avoir fait l'expérience de la conduite d'entretien en binôme avec des patients, partenaires. Il est important de rappeler que cela a pu être aussi réalisé auprès de patients partenaires qui sont très acculturés à la recherche participative et qui possèdent donc souvent, quelques bases, scientifiques. Donc ce partage des tâches, et implication des participants à haut niveau, peut s'avérer complexe car elle remet en question la division du travail où certaines activités sont considérées comme relevant exclusivement de l'expertise du chercheur. Par exemple, la création de guides d'entretien, de conduite, de celui-ci, ainsi que l'analyse et la production de données. Donc à cet effet, une enquêtée, de notre corpus refuse par exemple catégoriquement d'associer les patients partenaires à ce type de tâches, par, peur, d'une trop grande subjectivité, ou de la survenue potentielle de biais de censure. Donc finalement, on peut interpréter ça, heu, plutôt comme une tentative de préserver les frontières entre, experts et non experts, qui participent à leur identité scientifique plutôt, que comme un refus, de collaborer avec des patients partenaires. Donc si certains
enquêtés ne désirent pas être associés de peur de rencontrer des situations de violence symbolique sur un terrain se menant auprès de professionnels de santé. D'autres qui désiraient donc faire partie de ce genre d'implication se sentent plutôt relégués au rang de petites mains lorsqu'on on les cantonne à de la relecture, d'analyse ou à des codages d'entretien. Euh, Également, parmi les difficultés rencontrées, on trouve celui de devoir traduire tout un langage scientifique précis, comme bah, témoigne le verbatim suivant sur la diapositive. Donc, l'importance ici, c'est de faire preuve d'une très grande adaptabilité face aux contraintes que requiert la recherche participative, donc notamment en termes de temps, de prendre un temps nécessaire et pas toujours appréhendé au moment de l'écriture des projets, afin d'expliciter donc la recherche, l'utilité, le fonctionnement de chaque phase de la recherche et d'adapter donc son discours lorsque les patients ne sont pas sensibilisés en fait à ces modes de recherche. Il faut aussi être vigilant à ne pas censurer certains discours qui peuvent être jugés comme militants ou alors trop individuels, trop émotionnels. Euh, donc, dans le corpus, dans notre corpus de chercheurs, certains faisaient état d'un script du bon patient. Donc, d'un patient partenaire qui possède des connaissances préalables en pair expertise, qui porte un discours collectif et non individuel sur leur expérience, avec une prise de recul, et qui ne sont pas désarmés, qui peuvent prendre la parole aisément au sein de réunions, ce qui n'est pas toujours évident avec un public hétérogène. Donc, à partir de ces scripts, des expériences de désajustement peuvent surgir durant la recherche, comme l'incapacité à interagir donc avec ces patients jugés trop militants, le fait de ne pas avoir pris le temps de traduction du projet et de mettre de côté des outils tels que des chartes d'engagement, d'évaluation de bien mener de la recherche ou des moments dédiés uniquement à la formation, la sensibilisation, par exemple, aux méthodes scientifiques et à destination des patients partenaires. Donc, finalement, cette recherche participative en santé, elle est de plus en plus visible dans les institutions. Elle s'accroît de plus en plus, comme en témoignent de nombreux dispositifs de financement prévus à cet effet. Et on peut penser notamment à la récente publication d'un guide de pratique de la Haute Autorité de santé. On observe toutefois dans le champ académique et scientifique toujours une résistance à ce que celle-ci soit encore perçue comme légitime. Et cela est dû notamment à une reconnaissance limitée des savoirs expérientiels qui sont donc considérés comme souvent inférieurs aux savoirs scientifiques euh, et, euh, et euh, dont les recherches participatives peuvent être évaluées sous les critères de la recherche biomédicale qui contribuent donc à remettre en question leur rigueur scientifique. Donc, dans notre corpus, aucun chercheur n'exprime explicitement s'être ressenti disqualifié du fait de sa pratique sur des projets participatifs, mais certains expriment toutefois une différence nette entre une recherche jugée purement scientifique et une recherche participative. Donc, cette logique rhétorique, elle correspond également à une affiliation disciplinaire en sciences de la santé où les méthodes qualitatives donc utilisées souvent en recherche participative peuvent être décriées. Alors, paradoxalement, aux propos que je viens de tenir, tous les enquêtés, donc unanimement, font part d'une mise en sens de leur travail de recherche via la recherche participative et d'un gage de pertinence des résultats.
de recherche qui sont donc soumis directement au regard des personnes concernées, comme peut en témoigner le verbatim suivant de cette chercheuse en sciences de la santé. Donc, afin de pallier ces écarts de positionnalité au sein de la recherche, on observe la nécessité d'un travail du chercheur qui est notamment relatif au travail relationnel. euh, donc en recherche participative, auquel les universitaires ne sont pas toujours préparés. Donc ces écarts semblent pour les patients partenaires très importants, notamment sur les relations interpersonnelles et des moments plus informels. Donc le dernier verbatim euh, vient appuyer, vient appuyer sur ce propos, sur la nécessité vraiment de prendre le temps d'interagir avec les patients partenaires, notamment sur le long terme, lorsque les phases, les temporalités de la recherche sont assez longues, chose que ne comprennent pas toujours les patients partenaires, qui peuvent aussi se sentir un petit peu délaissés par rapport à leur application. Je vois que le temps tourne, donc nous allons conclure cette présentation en posant donc la question, finalement, à partir de nos données, quelles pratiques inspirantes et pistes d'amélioration. Donc, dans un premier temps, pour cela, on a la création d'outils pratiques. Donc, on peut penser à la création, par exemple, de chartes d'engagement où est explicité le rôle et les tâches de chacun des patients partenaires et des chercheurs. Euh, on peut penser aussi à des fiches missions, à des formations qui sont données au sein de la recherche participative pour expliciter davantage en fait à quoi correspondent différentes phases de la recherche, qu'est-ce que coder, créer une grille d'entretien, passer cet entretien, comment l'analyser et quelle analyse donc on en retire. Il y a aussi parmi ces questions qui reviennent, notamment sur les pistes d'amélioration, c'est la nécessité de diversifier les profils des patients partenaires. Donc là, au sein de notre recherche, on constate donc que la majorité des patients, de ces patientes, ont donc sont très dotés en capital culturel et ont un haut niveau de diplôme, hein. Donc je le rappelle, une majorité de bac+5. Euh, pour autant, le but serait quand même d'intégrer en fait une diversité de profils, euh, ce qui n'est pas toujours en fait aisé, rien que pour trouver en fait ces profils qui ne sont pas nécessairement formés, qui n'ont pas nécessairement de diplôme, de diplôme donc spécifiques hein, au partenariat en santé et qui donc ne sont pas visibles en fait dans les espaces de recrutement. En ce qui concerne aussi les pistes d'amélioration, on peut penser donc au travail relationnel dont on a fait part juste avant. La nécessité aussi d'horizontaliser les savoirs avec donc un respect des savoirs expérientiels, de débunker un petit peu cette idée que le savoir expérientiel serait inférieur au savoir scientifique et apprendre aux chercheurs à déléguer en fait certaines tâches lorsqu'elles sont possibles, lorsque le projet en fait le permet, car tous les projets ne permettent pas en termes de contingence de temps, d'organisation et d'argent également, d'inclure les patients partenaires à ce niveau d'implication. Enfin, en piste d'amélioration, on peut penser donc aux enjeux de formation des chercheuses, puisque parmi les 10 formations diplômantes ou non qui sont présentes sur l'espace français, aucune en fait n'est à destination des chercheurs et des chercheuses.
hormis une formation du CLARA qui n'a pas été reconduite à ce jour et qui était relativement courte. Donc cet enjeu de formation, il fera peut-être l'objet d'une future recherche pour nous, puisqu'on nous avons récemment répondu à un appel à projet de la Ligue contre le cancer pour proposer un état des lieux du besoin de ces formations auprès des chercheurs et des chercheuses, avec une idée de co-construire ces formations avec les patients. Eh bien, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, Sylvia, sur cette conclusion. Non, non, il me semble que l'essentiel a été dit. Je te remercie et merci à tout le monde pour votre écoute et nous sommes à disposition pour des questions, des curiosités, des informations complémentaires. Merci beaucoup à vous. Un grand merci à toutes les deux. C'était très intéressant d'avoir un regard encore plus détaillé sur les retours des entretiens du guide, ce que j'avais lu avec attention le guide auquel j'ai eu la chance de participer. Mais là, du coup, tu es allé bien plus loin, donc c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions, vous avez le QNR pour les écrire. Et si vous voulez prendre la parole, vous pouvez aussi lever la main pour que je puisse vous donner le micro. Et peut-être en attendant qu'il y ait une question qui arrive, je vais peut-être commencer, Marie, par te poser une question qui peut-être t'intéresser aussi par rapport à ton parcours. Si j'ai compris, tu travaillais Oui, aussi sur la question du genre. oui. Si j'ai bien compris, dans les entretiens, il n'y avait que des chercheuses et des co-chercheuses. C'est bien ça. Oui. Est-ce que tu as une explication Enfin, non, pardon, il y avait deux chercheurs. de chercheurs? Ok. Euh, bon, c'est majoritairement des femmes. Oui, quand même. Est-ce que tu as une explication de ton expérience dans la littérature sur cette surreprésentation des femmes dans les co-chercheuses, dans les chercheuses qui s'impliquent, chercheuses ou chercheurs, hein, il y a les deux formes qui sont possibles, j'ai l'impression, dans la recherche participative. C'est un peu le cas de ce qu'on voit dans les associations aussi, ou dans les recherches en santé, en recherche participative. Est-ce que tu aurais des éléments à apporter par rapport à ça? Alors, déjà sur cette place majoritaire en fait du genre féminin dans la recherche participative. Alors peut-être qu'avant on peut aussi revenir au fait qu'on parle de chercheuses en sciences humaines et sociales. Donc, pour la plupart, il y a aussi des chercheuses en sciences de la santé, mais qui quand même traitent spécifiquement de sujets très à l'amélioration en fait de conditions de vie des patients, de sujets on va dire un peu plus considérés comme sociaux et qui est déjà un premier biais je pense de surreprésentation du genre féminin. Après, quand on vient dans la participation, la recherche participative spécifiquement, je pense, la recherche, si on met en lien avec la recherche scientifique, euh, ce constat-là, euh, ce qui est montré, c'est que les femmes sont davantage, par leur éducation, leur socialisation, euh, disposées au care, donc vraiment à pouvoir entreprendre ce travail relationnel dont on a parlé, donc, de faire vraiment un effort de pédagogie, de traduction, de se tenir aussi informé de l'état des patients, de leurs ressentis, donc qui sont des choses qui ne sont pas, je ne dis pas exclusivement féminines ou exclusivement, ou non masculines, mais en tout cas qui sont davantage des dispositions qui sont apprises en fait par les jeunes femmes dès leur plus jeune âge. Ce qui peut être une piste, je pense, d'analyse. Je ne sais pas si tu veux compléter, Sylvia. Non, non, mais je te rejoins. C'est une question qui s'est posée au sein du groupe du CRES avant de se poser dans cette recherche qui est en priorité composée par des femmes, en sachant que les quelques chercheurs, médecins en santé publique ou cliniciens étaient plutôt dans ces catégories-là, comme prouvaient les représentants du genre masculin. Donc, il y a effectivement un biais en amont en ce qui concerne les chercheurs en SHS, mais qu'il est vrai qu'on le retrouve aussi auprès des patients partenaires en priorité.
Et il me semble que là, il est question plutôt d'aller chercher dans les formes de socialisation de femmes. Je ne connais pas du coup les recherches. Je ne sais pas s'il y a des recherches au cours de ce sujet. Mais évidemment, c'est une question qui revient à chaque fois qu'on Beaucoup. travaille en Oui, groupe. oui, oui. Et on se retrouve à utiliser le genre féminin, du coup. Bah oui, et puis qui est inévitable, hein, parce que enfin, c'est assez voyant, quoi. Quand on regarde tous les groupes participatifs auxquels on participe en tant que chercheur ou en tant que patient, c'est quand même majoritairement des femmes dans différentes pathologies. Donc, au-delà de la pathologie qui peut favoriser les femmes, il y a aussi peut-être d'autres idées et compréhensions à explorer. Je vais quand même redonner la parole au public. Est-ce que j'ai vu qu'on avait beaucoup de patients partenaires, de citoyennes, de citoyens qui étaient présents. D'ailleurs, on a des messieurs. Je vois on a des citoyens d'Astéropa, de Diadème. Je vois Jean-Maurice. Bonjour Jean-Maurice. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de prendre la parole ou de poser des questions. On a encore du temps. N'hésitez vraiment pas dans le Q&A. Ah ça y est, j'ai vu une question apparaître. Sinon, j'ai d'autres questions pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y avait une question affichée en commentaire. Ah, voilà, Clarisse. Donc, bonjour Clarisse, c'est une chercheuse au Centre Léon Bérard. Bonjour, merci pour votre présentation très intéressante. Vous avez montré que la recherche collaborative transforme aussi le rôle des chercheurs. Est-ce que selon vous, elle oblige à repenser ce qu'on considère comme une expertise légitime dans la recherche en santé? Euh, moi, Donc, reconsidérer une expertise légitime en recherche en santé. Qu'est-ce que vous en bah, pensez? Je voulais juste être sûre de comprendre le sens de la question. Est-ce que cela signifie que ça implique de revoir les méthodes de mesure en santé, de ne pas se concentrer que sur des méthodes quanti qui aujourd'hui sont dominantes, ou est-ce que on est vraiment sur une question de comment le savoir scientifique aujourd'hui est constitué de manière générale? Parce que pour moi, il y a vraiment deux questions. La question que moi, je me pose souvent dans le cadre d'une recherche participative est, est-ce que du moment où je travaille avec un patient partenaire, donc j'arrive avec mon expertise scientifique et il ou elle arrive avec son savoir expérientiel, est-ce que finalement on produit un savoir scientifique ou pas? Donc, c'est une première question. Et la deuxième est, effectivement, dans les recherches participatives, elles sont, je ne dis pas exclusivement, mais dans le groupe du CRES, oui, qualitative. Est-ce que la place de la recherche qualitative en santé aujourd'hui est de légitimité égale à celle des études quantiques? Je pense que la réponse est non. Ça commence à bouger un petit peu. On commence à, oui. en tout cas dans le Commence à bouger. concept, on a essayé de faire la recherche participative en quanti, notamment avec le cirque, dans différents projets. C'est un peu moins, on va dire, évident peut-être pour certains chercheurs de penser qu'on peut avoir une participation dans le quanti, mais ça existe et ça se fait de plus en plus. Et notamment, je sais qu'il y a l'AFCRO qui favorise la recherche participative en recherche clinique. Donc ça commence quand même à arriver. Euh, Merci Clarisse pour ta question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais en profiter pour rebondir aussi sur une chose que tu as dite, Marie, par rapport aux formations. De mémoire, il y a une collègue, Romaine Desjardins, qui a publié très récemment un article sur les différentes formations disponibles pour les chercheurs et les co-chercheurs. Et j'ai ouvert le tableau parce que du coup, quand tu as dit qu'il n'y en avait pas beaucoup en France, ça me faisait un peu tiquer parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont francophones ou en France, mais elles ne sont pas forcément disponibles à toutes. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une grande panoplie actuellement. Il n'y a pas une seule recherche, il n'y a pas une seule formation en recherche participative. Il y en a plein. Il y en a dans différentes universités ou pour différentes, comment dire, typologies, soit que pour les chercheurs, soit que pour les patients, soit pour les deux. Certaines sont en ligne, certaines sont diplômantes. Certaines sont spécifiques à un seul sujet, recherche clinique ou recherche en éthique ou recherche en santé publique ou en quali. Il y en a qui sont des DU. Donc en tout cas, il y a un très grand panorama. Je pourrais partager l'article dans le chat si ça vous intéresse. Qu'est-ce que tu en penses, Marie?
Eh ben oui, alors c'est vrai que je suis allée un peu vite et que je n'ai pas précisé. Je me suis, du coup, en fait, je suis allée regarder chaque formation que cet article en fait recensait. Et en fait, déjà majoritairement, on est sur des formations qui sont à destination des patients partenaires. Donc, on est aussi dans une problématique de surformation de patients partenaires qui finalement ne peuvent pas être rémunérés en conséquence, enfin, malgré un investissement quand même et un coût qu'ont ces formations. Mais ça, Mm. c'est un autre sujet. Et en fait, souvent, lorsque ces formations sont adressées aux chercheurs, en fait, elles sont adressées aux chercheurs au sens large, mais en réalité, dans les modalités d'inscription, elles sont surtout adressées aux professionnels de santé. Et il n'y en a qu'une vraiment qui spécifie des chercheurs. Point. Il y a la Euh, force, la formation force qui fait les deux. et Nous, ben, c'est bah, celle qu'on a ouais. donnée aux chercheurs Et au sein ben, de voilà. Concept. Ils l'ont tous passé. Ok. Eh ben, merci pour cet éclairage. Du coup, on modifiera. Mais oui, en fait, et puis pareil pour la question de la pluralité des diplômes universitaires, Mm. donc la diversité hein, des maladies chroniques. Il me semble qu'il n'y en a qu'un seul spécifique à la cancérologie, sûrement celui de la Timone, je pense. Mm. Oui. Et c'est super. En plus, on a une question qui fait écho à ce dont j'allais discuter pour finir, c'est-à-dire la diversité justement des co-chercheurs. C'est souvent une question qui revient. Je me rappelle, Alexandre Darkes avait discuté à une dernière conférence sur, mais en fait, comment est-ce qu'on qualifie la diversité? Parce qu'on veut tous avoir un groupe diversifié. Généralement, c'est pas le cas parce qu'on a beaucoup de femmes, comme tu as dit, d'éducation élevée. Mais est-ce que, enfin, sur quels critères on diversifie? Parce que finalement, la diversité, il y a différents points de vue pour cette diversité-là, et comment du coup on la mesure. Et il y a une question de Clarisse qui arrive un peu sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'en l'absence de cadre clair de rémunération, enfin, est-ce que justement l'absence de rémunération claire ne contribue pas à sélectionner certains profils par rapport à d'autres? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait jouer pour la diversité? Ce cadre de la rémunération qui, comme tu l'as dit, va beaucoup évoluer parce que maintenant il y a quand même eu plusieurs rapports de la HAS et puis d'autres Ouais. groupes sur comment est-ce qu'on pourrait faire un cadre de rémunération clair parce qu'actuellement, hein, je pense que vous le savez tous ceux qui sont présents, il y a, on va dire, une solution par institution entre les bons cadeaux, entre comment dire, les chèques, entre les virements, entre aussi des fois la professionnalisation. C'est vraiment du cas par cas en fonction de ce qui est possible de faire dans chaque université. Mais il n'y a pas encore de cadre posé. Est-ce que tu penses que ça peut jouer? Euh, Alors, juste, je reviens à la question que Bernard Clarisse a Clarisse, posée. ouais. Ouais, Clarisse a posé donc sur sur cette question. Enfin, j'ai pas tant compris en quoi la sélection, enfin la rémunération favoriserait la sélection de certains profs. Bah, Enfin, c'était quand... Moi, ce que je comprends, c'est que oui, si on n'arrive pas à payer les personnes, bah, il n'y a que les personnes qui peuvent travailler sans être oui, payées et qui ben puissent oui, venir. oui, Et donc, on oui, sélectionne une voilà, oui, certaine partie. C'est pour ça qu'on essaye tous oui. d'avoir une contribution à la fois scientifique ou monétaire Mhm. pour que les personnes qui viennent ne soient pas enfin, ne perdent pas et du temps Oui. et de l'argent et de l'énergie par rapport à faire autre chose et qu'elles soient considérées. Oui, mais j'avais pas compris la question dans ce sens-là, enfin dans l'autre sens justement. Donc oui, en fait, oui, c'est bien ça le problème. Et puis il y a la question monétaire, mais il y a aussi la question enfin donc d'avoir un environnement Reconnaissance. de reconnaissance, mais aussi on pense, donc on parle souvent de patientes partenaires. Et il y a aussi la contrainte de temps, en fait. Donc, lorsque celles-ci ont des enfants, par exemple, dont elles doivent s'occuper, comment adapter les temps? Est-ce que les réunions vont se faire le soir? Est-ce qu'elles vont pouvoir se déplacer? Enfin, bon, donc au-delà de la question de la rétribution, hein.
Mais en fait, la reconnaissance sociale, c'est une forme aussi, enfin, ça peut être une forme de De rétribution. rémunération. Exactement. Et pour certains, elle suffit, et pour d'autres non. Mais ça dépend aussi des enjeux. Pour des personnes qui, comme c'est le cas là parmi notre corpus, ont eu des postes plutôt dans des professions intellectuelles, il y a une continuité directe qui se fait avec le fait d'entrer dans la recherche. Donc, il y a une plus-value, en Tout à fait. fait, à pouvoir maintenir une valorisation scientifique. Pour d'autres personnes, ça ne va pas nécessairement faire sens, en fait. Tout à fait. Et c'est très intéressant parce que Clarisse nous pose toutes les questions qui sont sorties dans les débats sur la formation. Je me rappelle, il y avait eu une conférence sur justement pour ou contre la formation des co-chercheurs et des chercheurs, notamment à la conférence INCA. Et donc Clarisse nous demande, mais est-ce que la formation des chercheurs et des patients ne risque-t-elle pas de renforcer les normes académiques nécessaires pour être entendus au détriment de cette forme de savoir expérientiel plus militante? Qu'est-ce que tu en penses, Marie ou Sylvia? Euh, c- je peux y aller ou Sylvia, comme tu veux. Mais, Vas-y, vas-y. ouais, alors je trouve que c'est une question très intéressante. Oui, c'est absolument possible, mais en fait, c'est déjà le cas, enfin, dans mon analyse, on va dire sociologique, quand on regarde le contenu des formations des DU qui sont existants pour les patients partenaires, on est quand même déjà vraiment dans une norme très académique et avec une vision très hospitalo-centrée. En fait, les gens sont formés sont formés pour avoir des compétences qui peuvent être réutilisables par les institutions de santé. Donc, oui, mais ça se joue déjà à un niveau, je pense, précédent, ce qui n'exclut pas la réflexivité des patients, partenaires ou des chercheurs sur ce genre de questions. Attention, hein, c'est pas ce que je dis. Euh, mais je pense qu'en fait, l'intérêt de former les patients et les chercheurs en même temps, ça serait justement de sensibiliser les chercheurs directement avec la parole des patients partenaires à la reconnaissance du savoir expérientiel. Et par exemple, dans la façon de penser ces formations avec les deux profils, l'intérêt, je pense, c'est qu'elles ne soient pas rédigées sous le point de vue seul des chercheurs, mais qu'elles soient donc co-construites avec des patients partenaires. C'est ce que nous, en tout cas, on a essayé de valoriser dans notre enfin, dans la réponse à un appel à projet. Et juste pour Vas-y. compléter, moi j'ai souvenir d'une intervention que j'ai préparée, d'une communication que j'ai préparée avec une patient partenaire. Donc j'ai fait une première crème du PowerPoint en plan IMRAD, donc introduction, méthode, résultat, et je l'ai lui envoyé pour qu'elle complète. Et elle me dit, mais Sylvia, ça n'a aucun sens comme PowerPoint parce que tu expliques qu'on fait des entretiens, après tu expliques qu'on fait des questionnaires, après tu reviens sur les entretiens. Je dis, mais oui, parce que je donne les résultats. Et je pense qu'en tant que chercheur en santé, on est tellement désormais cadré, tellement façonné par ce type de recherche que moi, je réfléchis en plan IMRAD, mais ce n'est pas du coup logique pour un public non académique. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point je ne raconte pas une histoire. Et finalement, ça nous a vraiment amené à réfléchir à comment façonner cette communication qui est dans un format assez souple. Et j'ai pu aller dans son sens. Et d'autre part, je partageais avec elle des normes qui sont celles académiques, hein, comme Clarisse le dit, auxquelles elle s'est conformée par la suite quand on est intervenu dans des contextes plus cadrés où on avait 15 minutes et le public s'attendait qu'on parle d'une certaine manière. Donc, je pense que oui, le fait de former les patients nous amène à les formater à notre mode de fonctionnement. Mais il y a peut-être d'autres espaces aussi où, en tant que chercheur, on est amené à aller, notamment vers la médiation scientifique ou dans des espaces comme celui-ci, où on peut se permettre effectivement de casser un peu la norme académique à laquelle désormais on est tellement habitué qu'on ne s'aperçoit même plus qu'on est dedans. Tout à fait. Tout à fait. Et peut-être pour prendre une dernière perspective,
Ça dépend aussi de la formation. Comment est-ce qu'on forme et sur quoi est-ce qu'on forme? Si en fait on forme entre guillemets juste à comprendre comment ça fonctionne sans vouloir formater, mais donner des clés pour avoir le même langage, c'est-à-dire voilà, on donne un langage commun pour que chacun puisse comprendre ce qui est dit en réunion et comment ça fonctionne. Et après, par contre, chacun garde sa propre expérience, ses savoirs Mhm. vécus et sa compréhension du monde. Et pour moi, en fait, la formation, elle permet, en tout cas de, quand je dis pour moi, c'est de ce qu'on a appris dans les formations, dans les conférences concept, c'est que la formation permet aussi de donner une légitimité à travailler ensemble, de savoir qu'ils ont tous une légitimité à avoir esprit vertébré expérientiel, plutôt que de donner des connaissances. C'est plutôt voilà, des compétences, des méthodes et une légitimité à s'exprimer, à être au même titre horizontalement que le chercheur. Et nous, c'est ce qui se passe beaucoup dans les projets Aldébaran ou Cassiopée ou qu'on a Mhm. fait, où bah, finalement, c'est les co-chercheurs qui parlent le plus, qui remettent pas mal en question le projet. Et c'est très bien parce que du coup, ils nous font voir le projet avec leur regard et leur vision. Et du coup, nous, on se rend compte qu'on a mal expliqué ou pas assez. Et donc voilà, là, pour prendre un peu de recul sur les formations, c'est pas forcément voilà, du descendant ou sur la connaissance, ça peut être aussi sur des savoir-faire et des savoir-être et des compréhensions de la recherche. Je crois qu'on a une dernière question, puis on va s'arrêter parce que on a dépassé l'heure. Euh, et il y a Lisa, Lisa qui nous écrit de Suisse, qui nous dit qu'elle, dans sa formation en Suisse, c'est chercheur et patient. Et évidemment, Lisa, on serait ravis de t'inviter pour les prochains Meet and Share de 2027 pour que tu nous présentes ta formation. Contacte-moi et j'organiserai ça. Mais du coup, en tout cas, Sylvia et Marie, je vous remercie infiniment pour cette présentation très riche qui a permis vraiment de comprendre au-delà des outils comment voilà le vécu des patients, des patientes, des chercheurs, des co-chercheurs en recherche participative. Vous pourrez retrouver du coup les replays sur la chaîne YouTube, une communication sur LinkedIn et les différents articles qui ont été mentionnés sur LinkedIn. Et je vous invite à regarder les prochains Meet and Share, notamment ensuite septembre, qui sera sur l'activité physique et les changements de comportement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Et puis on vous souhaite tous avec le réseau Concept un très bel été. Voilà, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets pour les prochains Beatle de 2027. On va finaliser la liste là pendant l'été. Donc si vous avez des envies de, de personnes qui peuvent présenter sur le sujet de prévention, n'hésitez pas à nous les partager pour qu'on puisse les intégrer pour l'an prochain. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée.